Merci beaucoup. Je vous remercie de cette invitation et je remercie l'Assemblée populaire du Rhône pour cette belle initiative citoyenne dans le meilleur sens du terme. Donc, la mission qui m'a été donnée est assez délicate puisque je ne dois pas excéder 20 minutes. Donc, je vous présenterai certaines distinctions fondamentales de manière un peu brutale et puis nous irons vers quelques données juridiques plus spécifiques en évitant évidemment la technique juridique qui devient horriblement difficile dès lors qu'on s'applique à l'application du droit de l'environnement. Voilà, si on pouvait passer à la deuxième diapositive. Sauver la planète, c'est un slogan que l'on entend souvent, mais qui n'a aucun sens, ni philosophique, ni juridique, puisque la planète se portera telle qu'elle se portera, ni la notion de bien, ni la notion de mal n'ont de sens pour la planète, elle est ce qu'elle est. Les notions de bien et de mal étant des valeurs, ce sont donc des projections humaines ou des évaluations humaines sur ce qu'est la nature. En vérité, le problème central pour nous est de sauver les humains sur la planète. La planète sera dans l'état dans lequel elle sera. Nous avions des crocodiles dans les environs de Lausanne, une très belle région qu'on appelle Ouchy. Il y a quelques milliers d'années, nous pourrions de nouveau avoir des crocodiles ou des caïmans bientôt. Le problème est purement humain et pas d'ordre naturel. Par conséquent, il ne s'agit pas de sauver la planète. Je vais vous demander de passer la deuxième diapositive. Et en tout cas pas par le droit. Malheureusement, et c'est un juriste qui vous parle, donc il le dit avec quelques douleurs, le droit ne peut pas sauver la planète comme il ne peut rien sauver du tout, dans la mesure où il est l'instrument du politique et de la politique. C'est donc un instrument fort modeste et notre mission est modeste. Nous ne pouvons et n'avons pas, en tout cas en démocratie, à nous substituer aux législateurs. Par conséquent, il ne faut pas attendre trop du droit. Il ne peut que ce que les politiques, que ce soit la représentation nationale, le gouvernement ou, comme en Suisse, l'ensemble du peuple et des cantons qui décident. Le droit, dans ce sens-là, occupe une position d'exécutant. En revanche, si on lui demande d'agir, alors le droit peut se révéler en effet très puissant, en tout cas sur la scène nationale, puisque, comme vous pouvez le constater dans la triste actualité internationale, le droit international, lui, est extrêmement faible, non pas par défaut du droit lui-même, mais simplement par absence de volonté politique de l'appliquer. Pour le dire autrement, la société internationale étant extraordinairement horizontale, ne connaissant quasiment pas de verticalité, pour la raison essentielle d'une égalité souveraine des États, il n'y a pas moyen d'imposer par en haut une sorte d'hétéronomie aux États telle ou telle politique internationale. Donc, là encore, en droit international, méfions-nous de ne pas trop prêter au droit, car les déceptions pourraient être très grandes. Voilà, volontiers la troisième diapositive. Une autre distinction essentielle qu'il faut avoir en tête avant de discuter politique environnementale et a fortiori droit environnemental est celle qui oppose le juste et le vrai. Ce sont des perspectives tout à fait différentes. Le public a généralement tendance à aligner le juste sur le vrai pour la raison suivante, tout à fait légitime, mais malheureusement erronée du point de vue du droit, qu'est la connaissance du droit pénal. Le droit pénal est le grand modèle partagé à peu près par tout un chacun. Chaque citoyen a à peu près une idée de ce qu'est le droit pénal, de quelles sont ses exigences. Mais c'est à peu près le seul lieu en droit où il est extrêmement important que le juste s'approche du vrai. Et encore avec nuance,
Pensez simplement à la présomption d'innocence. Dans un cas de présomption d'innocence, à savoir lorsque les preuves rapportées au tribunal n'excèdent pas l'intime conviction, donc l'on ne dépasse pas le fameux beyond reasonable doubt, au-delà de tout doute raisonnable, alors le tribunal a l'obligation juridique de libérer le prévenu. Cela signifie donc que aucune preuve ou des preuves insuffisantes seulement ayant été rapportées, le tribunal ne connaît pas le vrai, ne peut pas connaître le vrai, et pourtant il n'a aucune difficulté à prononcer le juste, c'est-à-dire à libérer l'accusé ou le prévenu, au motif tout à fait louable de la présomption d'innocence. Remarquez que nous avons la même démarche en droit de l'environnement dans le cadre de l'application du principe de précaution, puisque le principe de précaution ne se déclenche qu'en cas de controverse scientifique ou pis en l'absence complète de connaissances scientifiques à propos d'un événement. Un tel événement, même inconnaissable d'un point de vue scientifique, qui présenterait néanmoins un risque grave et irréversible pour l'environnement, permet aux autorités, dont les autorités judiciaires, de prendre des décisions, c'est-à-dire de dire le juste, alors même qu'il n'y a pas de connaissance possible du vrai ou alors une connaissance controversée du vrai. Dans ces deux cas, présomption d'innocence et principe de précaution, nous assistons donc à une complète dissociation entre le juste et le vrai. Ce point est essentiel et je pense en particulier à la jeunesse qui souffre fortement d'éco-anxiété et qui est convaincue que ce qu'annonce le GIEC doit immédiatement se traduire en termes politiques, notamment que nous n'aurions que 2 ans à peu près pour agir avant la fin du monde et que donc il faut contraindre les autorités, même démocratiques, à agir dans les 2 ans, coûte que coûte, quitte à passer, pourquoi pas, au terrorisme vert. Malheureusement, il y a là une distinction, une confusion entre le juste et le vrai. Le GIEC s'occupe en effet de dire le vrai et sa démarche est tout à fait fondée scientifiquement, extrêmement solide du point de vue de l'intersubjectivité, donc parfaitement conforme au canon de l'épistémologie. Mais en revanche, le vrai ne dicte pas le juste. Nous pourrions décider de ne rien faire pour la planète, ce qui est à peu près la situation non seulement des démocraties, mais aussi des régimes autoritaires dans le monde. Les juristes ont une notion assez cruelle à mettre en avant, mais qui, je crois, résume bien notre situation actuelle. L'action par omission, notre omission d'agir, le fait que nous n'agissions pas résolument et fortement pour la protection de l'environnement, constitue en réalité une action, une vraie décision, la décision de ne rien faire. Alors, on peut tout à fait, moralement, assumer une telle décision, mais faut-il précisément l'assumer et non pas s'habiller ou s'habiller d'une certaine hypocrisie et annoncer que nous faisons les choses. Voilà pour la distinction du juste et du vrai. Si nous pouvions passer à la 4e diapositive. Encore une distinction qu'il faut essayer de conserver en l'esprit au moment où on parle droit de l'environnement, la distinction entre le droit tel qu'il existe dans les livres, le droit tel qu'il est couché dans le code, et le law in action, le droit tel qu'il est appliqué par les tribunaux. Et il y a parfois beaucoup de la coupe aux lèvres. On compte environ 2000, je dis bien 2000 conventions internationales en matière environnementale depuis une quarantaine, une cinquantaine d'années. Et vous voyez le résultat, une planète dont on peut constater l'avancée terrible du désastre environnemental. Nous avons bien du droit, mais ce law est seulement in books. Il demeure dans les livres. Il n'est pas encore passé à l'action.
soit parce qu'il ne peut pas passer à l'action. C'est le cas de toutes les conventions qui ne prévoient, par exemple, aucun système institutionnel fort, par exemple une cour pouvant adopter des décisions coercitives, mais aussi tout simplement par manque de volonté politique que les États n'ont pas envie de se lancer dans telle ou telle mesure environnementale, toujours extrêmement coûteuse. On devrait bien sûr ajouter coûteuse à court terme, mais tout à fait bénéfique à long terme. Mais le court-termisme est plutôt une question d'économiste. Je n'entrerai donc pas en cette matière, et si je devais le faire, ce serait de manière extrêmement critique. Mais ce n'est pas le thème ou le propos ici. Volontiers la diapositive 5. Autre distinction, d'autant plus importante que votre assemblée réunit des citoyens ressortissants du régime juridique suisse et d'autres du régime juridique français, le statut juridique des politiques publiques. La fameuse affaire du siècle est-elle une affaire de droit ou seulement, entre guillemets, une affaire de morale? Pour répondre à cette question, il faut en amont connaître le statut juridique des politiques publiques. En droit français, en tout cas très largement, les politiques publiques sont des instruments juridiques. Par conséquent, si l'État omet d'appliquer ces instruments juridiques et qu'un citoyen subit un préjudice juridique, alors s'ouvre la possibilité d'un procès contre l'État puisque un citoyen subit un préjudice et en face de lui, nous avons un manquement de l'État à une obligation juridique d'agir. Les politiques publiques sont également un instrument juridique aux Pays-Bas, d'où la fameuse affaire Urgenda avec la condamnation du gouvernement néerlandais. En droit suisse, la situation est tout autre. Globalement, les politiques publiques ne sont pas des instruments juridiques. Par conséquent, si l'État n'agit pas, l'État ne peut pas, par sa non-action, créer un préjudice juridique puisqu'il n'omet pas d'agir juridiquement, mais seulement moralement. On pourra ainsi le fustiger politiquement, le condamner moralement, mais aucunement du point de vue juridique. Donc, il est très délicat parfois d'analyser les décisions des différents tribunaux, des différentes nations, condamnant ou refusant de condamner l'État, puisque la situation juridique des politiques publiques n'est pas toujours très claire et en tout cas diffère fortement d'un système juridique à l'autre. C'est la raison pour laquelle en Suisse, les procès menés en faveur de l'environnement le sont plutôt sous l'angle des droits de l'homme, pour lesquels nous savons qu'il y a une obligation corrélative de l'État, mais guère sous la cause des politiques publiques. Voilà, volontiers la diapositive suivante. Alors, il vous reste 6 minutes 30. Très bien. Et je mets la diapo suivante. C'est un simple rappel, là aussi, dans vos discussions. Le droit public en Suisse est d'abord une affaire cantonale. Vous savez que les États sont des États. Les cantons, pardon, sont des États, ils ne sont pas pleinement des États, il leur manque notamment la capacité juridique internationale, mais ils sont bel et bien des États, notamment dans les accords sur le Léman, qui ont été signés par les États du Valais, de canton de Genève et de Vaud, et pas forcément par l'État suisse. Donc, juste ce rappel pour avoir un bon réflexe en tête au moment où nous pensons droit public. Première ligne cantonale, ensuite fédérale. Oui, la diapositive 7, volontiers. On m'a demandé de parler en particulier de deux principes. Le principe de précaution. Alors, en droit suisse, comme vous pouvez le voir à l'aide de la formule allemande, nous parlons de Vorsorgeprinzip, à savoir un principe qui recouvre aussi bien la prévention que la précaution. Je signale au passage que l'allemand Vorsorge indiquait déjà, il y a plus de 40 ans, voire même presque 50 ans, que
la politique environnementale était déjà une affaire de care, vous le voyez, une affaire de soin, puisque Sorge dit Sorge, c'est le soin, le souci. Donc, prévention et précaution, diapositive suivante. Le principe de précaution était un principe d'une extraordinaire puissance juridique, je dirais même d'une force révolutionnaire en droit, puisqu'il permettait une responsabilité, non pas à l'égard du passé, ce qui est classique en droit, mais une responsabilité à l'endroit du futur. Vous pouvez, au nom du principe juridique de précaution, bloquer une activité parce que vous estimez, certes, documentation scientifique à l'appui, que cette activité présente des risques graves et irréversibles. Pour l'environnement, vous pouvez ainsi limiter la liberté d'entreprendre d'une personne au nom du principe de précaution. Et là, vous avez bien, et c'est très rare dans le droit actuel, un principe collectif, c'est-à-dire un principe qui fait rayonner le commun et pas simplement l'extension d'un droit individuel. Je crois que ce principe était trop révolutionnaire pour être admis par les politiques et en grande partie par les juristes qui sont bien souvent de simples exécutants. Donc, en gros, ils ont fait disparaître ce principe de précaution. Diapositive suivante. Bien sûr, il existe formellement, mais il n'est plus guère appliqué. S'y est substitué malheureusement une politique de précaution, malheureusement du point de vue juridique, parce que politique de précaution, au même titre que politique publique en Suisse, n'est pas un principe juridique, mais seulement une idée politique qu'il faut faire attention, agir avec prudence, mais n'est pas forcément, comme on le dit techniquement, justiciable des tribunaux, c'est-à-dire pouvant être plaidé devant un tribunal. Donc, je dirais que politique de précaution est un affadissement très triste et très dangereux du principe de précaution parce qu'il en vide au fond la substance. Voilà, diapositive suivante. Donc, le principe de précaution existe, donc on pourrait le réhabiliter, ce serait là évidemment une piste intéressante pour la défense des intérêts de l'environnement. L'autre principe auquel on pense volontiers est celui du pollueur-payeur. Des côtés très positifs, deux en l'occurrence, une efficacité extrême par voie fiscale. La tonne de CO2 doit être aujourd'hui aux alentours de 20 €. Si vous la montez à 2000 €, vous verrez extrêmement rapidement les industriels réviser complètement leur plan anti-pollution et autres, donc très efficace. Autre avantage, dans le cadre des grands échanges des bourses de CO2, vous pouvez fixer à l'avance chaque année un plafond. Le plafond ne sera pas dépassé. Ensuite, ceux qui polluent trop doivent acheter des droits de polluer qui leur coûtent très cher, mais le plafond, lui, est fixé une fois pour tout. Donc là, on a un véritable instrument efficace. Les économistes en parleraient mieux que moi. Malheur, c'est le côté alors triste de cette affaire, un droit de polluer dans le sens où les personnes ou les entreprises très riches pourraient assez aisément acheter des droits de polluer lorsqu'elles ne sont pas capables de tenir le quota qui leur avait été accordé au début d'un exercice. On pourrait là aussi rendre extrêmement progressif une sorte d'impôt ou de coût du droit de polluer. Donc les pistes sont possibles, mais il faut avouer que c'est quand même un biais négatif du principe du pollueur. Sinon, c'est un principe évidemment à conserver. Diapositive suivante. Je crois que c'est la dernière, en tout cas, c'est celle qui est là pour refléter l'esprit très différent dans lequel travaillent les juristes ou les citoyens suisses et les juristes et les citoyens français. La France, et en particulier le droit public français, est très sensible à l'idée de contrat social. Et une chercheuse du CNRS, je crois que c'est Madame Marzano, a écrit il y a quelques années un livre terrible, un peu triste, qui s'appelle « Le contrat de défiance ». Elle relevait au fond que le peuple français perd de plus en plus confiance en ses autorités et malheureusement pour nous, Suisses, de constater ce qui se passe en termes de système des retraites en France et, disons, de panne de la démocratie, aurait tendance à raffermir cette idée que la défiance est vraiment très grande entre les citoyens français et leur gouvernement. Ce qui rend évidemment l'acceptabilité des normes très, très délicate puisque
le peuple a souvent l'impression d'être floué. Je dirais que nous sommes à peu près dans la position inverse en Suisse. C'est de moins en moins vrai, mais cela demeure. Grâce aux consultations populaires, je les ai mises ici au pluriel. Il s'agit évidemment de la consultation de toutes les parties intéressées avant même l'élaboration d'une loi, en amont donc de la discussion de la loi par le Parlement, et puis ensuite un système, après l'érection de la loi, via référendum ou initiative qui permettent encore au peuple de bloquer, par exemple, l'application d'une loi. Ces instruments font qu'il y a plutôt une confiance importante du citoyen suisse envers ses autorités. Donc, quand les autorités se décident à agir, même avec des lois assez dures pour les libertés individuelles, généralement le peuple suisse suit parce qu'il a été peu ou prou consulté en amont. Ça, c'est une grande chance de la Suisse. On la doit à une chance historique, c'est 700 ans d'un État qui existe sans jamais aucune royauté. Donc, nous avons une vision très inductive, bottom-up. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. On a juste raté la dernière phrase. Nous avons une vision très inductive. Et qu'est-ce que vous avez dit après? Bottom-up, qui part du bas, remonter vers le haut, c'est-à-dire qui part du peuple et des cantons et des milieux intéressés pour ensuite aller vers le Parlement, qui en grande partie enregistre ce que le peuple et les milieux intéressés pensent avant lui de décider.